Manger en conduisant est autorisé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans risque? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut représenter une gêne à la conduite est interdit au volant. Donc, évidemment, manger, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la concentration, elle n'est pas au top sur l'extérieur. On n'a pas les deux mains sur le volant, ni la main prête à intervenir sur le levier de vitesse ou sur les clignotants correctement. Donc là, c'était réponse B et D. Question 2. Lors d'un accident ou d'une panne sur une route départementale, le triangle de sécurité doit être placé à une distance de 30 mètres au minimum de mon véhicule. Réponse A. 100 mètres au minimum de mon véhicule. Réponse B. Alors, on doit poser le triangle de sécurité, ou ça s'appelle aussi le triangle de présignalisation. Si on est par exemple en panne quelque part ou qu'on a un accident. Il doit être placé au minimum à 30 mètres de mon véhicule. Et un peu plus s'il y a un virage. Dans ce cas-là, je le place avant le virage. Donc dans ce cas-là, ça fera plus que 30 mètres. Je vous rappelle aussi par la même occasion que sur l'autoroute, c'est trop dangereux d'utiliser un triangle de présignalisation. Donc on ne l'utilise pas sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse A. Question 3. Ce panneau interdit le dépassement des cyclistes, réponse A, des cyclomotoristes, réponse B, des motocyclistes, réponse C, des tracteurs, réponse D. Donc ce panneau, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les deux roues sans sidecar. Ça veut dire que j'ai quand même le droit de dépasser les vélos, les cyclomoteurs, les motocyclistes aussi, mais par contre, j'ai pas le droit de dépasser un tracteur, parce que là, ça a 4 roues, même s'il roule très lentement. Ne vous laissez pas perturber non plus par la ligne continue qui est ici, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez pas les mêmes réponses à donner. Là, on vous demande bien la définition du panneau. Donc, le panneau, il m'interdit le dépassement du tracteur uniquement, et j'ai quand même le droit de dépasser le reste. Donc là, c'était réponse D. Une oreillette portée à l'oreille est autorisée en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc maintenant, depuis le 1er juillet 2015, le port d'une oreillette, comme vous voyez sur son oreille, comme les téléphones maintenant, sont interdits en voiture. Donc là, c'est réponse B. Question 5. Ayant des troubles de l'équilibre, je peux passer mon permis de conduire sans examen médical. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut absolument passer une visite médicale. Donc là, c'était réponse B. Question 6. Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, on voit qu'il a son clignotant à gauche et qu'il a la sirène de mise. D'accord ? C'est un véhicule d'intervention. On voit bien que c'est un véhicule de la gendarmerie. À partir du moment où il a ses avertisseurs spéciaux, c'est-à-dire le gyrophare et la sirène, il devient prioritaire. Donc je dois le laisser passer obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Question 7. Ayant commis un refus d'obtempérer, le fait d'avoir consommé des psychotropes risque d'aggraver les sanctions prononcées par un juge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le refus de s'arrêter, suite à une sommation, c'est-à-dire un ordre des forces de l'ordre, ça constitue un délit. Et il s'agit d'un refus d'obtempérer, à ne pas confondre avec un délit de fuite. Le délit de fuite, c'est quand vous avez causé un accident, que ce soit corporel ou matériel, et que vous prenez la fuite, d'accord ? Là, c'est un refus d'obtempérer parce que vous ne réagissez pas donc à l'ordre des forces de l'ordre. Donc le conducteur risque dans ce cas-là une perte de 6 points et une amende de 7 500 €. Et puis jusqu'à 1 an d'emprisonnement aussi. D'accord ? De plus, le fait d'avoir consommé des psychotropes, comme l'alcool, le cannabis par exemple, ça va être une circonstance aggravante. Et les sanctions sont alors alourdies. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et l'annulation du permis de conduire pour une durée de 5 ans aussi. Donc là, c'était réponse A. Question 8. Je me rapproche de ce véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Se rapprocher là d'un véhicule, c'est pas la bonne solution pour qu'il aille plus vite, parce que lui, il voit peut-être des informations vers l'avant que moi je ne vois pas. Donc s'il roule lentement, c'est peut-être parce qu'il y a un danger vers l'avant, mais c'est peut-être aussi à cause des conditions climatiques. La route là, elle semble vraiment très glissante, donc je prendrais moi des risques inutiles à vouloir le dépasser. Surtout qu'en plus de ça, il y a un petit peu de brouillard, donc je n'ai peut-être pas une visibilité maximum vers l'avant. Donc dans ce cas-là, je ne me rapproche pas du véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Donc là, c'était réponse B. Et je reste bien sage derrière le véhicule en tenant des bonnes distances de sécurité. Surtout que là, il va falloir les augmenter, les distances de sécurité, à cause de ce qui se passe au sol. Donc je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. D. Donc c'était réponse B et D. Question 9. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mettre mes pieds sous mon siège. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le régulateur, ça vous permet sans toucher les pédales de maintenir la vitesse que vous avez pré-réglée, pré-programmée. Donc il n'y a pas besoin de pression sur l'accélérateur. Donc le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Là c'était oui. De mettre mes pieds sous mon siège. Alors ça c'est très dangereux si vous faites ça, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps pour intervenir sur les pédales en cas de danger. Il faut toujours que vos pieds restent à proximité immédiate de vos pédales. Donc là, c'était réponse D, non. Pour stationner sur cet emplacement, je dois payer. Oui, réponse A, non, réponse B. Apposer un disque de stationnement. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors ici, il y a plein de choses qui nous informent que nous sommes dans un stationnement géré avec une zone bleue, hein, un stationnement à zone bleue. Alors, qu'est-ce qui nous informe de ça? Ce petit symbole ici et là, qui nous dit que nous sommes en zone bleue, et le marquage au sol qui est également bleu. Donc ça veut dire que nous sommes en zone bleue. Qu'est-ce que ça veut dire la zone bleue? Ça veut dire que c'est gratuit et que c'est limité dans le temps. Ça veut dire on ne peut pas stationner toute la journée ici. Ok? Comment ça fonctionne? On met notre heure d'arrivée ici et ensuite on saura combien de temps on a le droit de stationner. En règle générale, c'est 1h30. Il y a certaines villes qui mettent un petit peu différemment, mais la règle c'est 1h30. Donc je peux stationner pendant 1h30. Donc vous apposez ce petit document là, vous le mettez sur votre tableau de bord de manière à ce que ce soit visible par la police au moment de la vérification. Comme ça, eux ils vont regarder votre heure d'arrivée, ils vont regarder l'heure qu'il est actuellement au moment où ils font le contrôle, et ils vont voir si vous respectez les 1h30 de stationnement autorisé. Mais c'est gratuit. Donc pour stationner sur cet emplacement, est-ce que je dois payer? Non, réponse B. Est-ce que je dois apposer un disque de stationnement? Oui, réponse C. Donc là c'était réponse B et C. Question 11. Pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil, hein. Cette question-là, c'était à réviser. Je vous avais demandé de travailler le corridor de sécurité, c'est-à-dire que vous deviez savoir qu'est-ce que c'est, d'accord, et quoi faire quand on est dans cette situation-là. Donc on va voir si ça a été efficace, votre révision à l'avance avant de faire cette série-là. Voilà, ça c'est génial parce que le fait de réviser avant, ça vous permet de retenir, de mémoriser, et au moment de la série, de confirmer si vous avez bien compris ou pas. Et c'est comme ça que vous allez retenir sur le long terme et éviter de refaire les mêmes erreurs sans cesse, d'accord? Voilà, et puis ça permet de mettre le point sur des choses importantes à retenir. Ça, c'est une des choses aussi importantes à retenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corridor de sécurité? C'est quand vous avez un véhicule qui est immobilisé sur le côté ou qui circule à faible allure, hein, avec les feux de détresse ou un gyrophare sur l'accotement ou la bande d'arrêt d'urgence ou sur la chaussée aussi, hein, c'est pareil. Dans ces cas-là, vous devez obligatoirement réduire votre allure et ensuite, pour dépasser les véhicules sans danger, vous devez, si vous pouvez le faire, changer de voie. Si vous pouvez pas changer de voie parce que il y a des véhicules sur le côté ou d'autres qui arrivent derrière et qui vous dépassent, dans ce cas-là, vous devez vous écarter le plus possible la limite de l'axe médian là, hein, le plus possible des pointillés pour vous écarter le plus possible du danger. Voilà. Alors du coup ici on va observer. Est-ce que j'ai la possibilité de m'écarter complètement et de changer de voie? Donc je n'ai personne là sur la gauche et derrière je n'ai pas de véhicule qui a l'intention de me dépasser. Donc oui, je ne vais pas hésiter, je vais changer de voie. Donc je ralentis et je change de voie. Donc pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Là ça sera non, parce que je peux m'écarter. Donc je change de voie, oui. Donc c'était réponse B et C. Question 12. Une assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? C'est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. À autrui, ça veut dire aux autres. Donc, ça répare pas les dommages qu'on a eus nous, ça répare les dommages
aux autres. Donc ça répare en fait tous les dommages qui ont été causés par notre voiture. Donc ça peut être des dégâts matériels, ça peut être des blessures, ou alors ce qui s'ensuit après les blessures, maladie ou décès même. Donc ça peut coûter très très cher, des sommes très importantes. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire. Donc là, c'était réponse A. Question 13. De nuit, le facteur alcool est présent dans près d'un accident mortel sur 2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, malheureusement, c'est vrai, c'est bien un accident mortel sur 2 la nuit à cause de l'alcool. Donc là, c'était réponse A. Question 14. Lors d'un départ à froid, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt, réponse A, de rouler en douceur dès qu'il tourne, réponse B. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut savoir qu'un moteur qui est froid va consommer beaucoup plus. Donc si on démarre le moteur mais qu'on ne roule pas, qu'on reste sur place, là le moteur consomme du carburant mais on aura fait 0 km, donc on consomme pour rien. Ce qui veut dire qu'en fait, il vaut mieux rouler dès qu'on a démarré le moteur. Par contre, pour pas l'abîmer, le moteur, pour pas l'endommager, on va rouler lentement. On va démarrer en douceur et on va pas trop monter dans les tours jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Donc ça, il va falloir attendre plusieurs kilomètres. Donc, lors d'un départ à froid, il est préférable de rouler en douceur dès qu'il tourne pour une raison économique et écologique. Question 15. Sur une route vallonnée, je peux actionner le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B. Alors, il faut bien faire la distinction entre le régulateur et le limiteur de vitesse. Le régulateur, vous choisissez, c'est avec ce symbole-là, vous choisissez une vitesse donnée et la voiture va aller automatiquement à cette allure-là. Il faudra intervenir sur les commandes pour pouvoir annuler ce régulateur-là. C'est conseiller le régulateur uniquement, et j'ai bien dit uniquement, lorsque on est quasiment sur du plat et que le trafic est dégagé et que vous avez une bonne visibilité vers l'avant. Le limiteur de vitesse, lui, finalement, on peut le mettre partout. Pourquoi ? Parce que là, vous allez donc régler une vitesse maximale, mais dès que vous allez lâcher l'accélérateur, par exemple, la voiture va tout de suite ralentir. Vous allez aussi freiner si vous voulez, et puis quand vous allez réaccélérer, la voiture ne dépassera pas la limitation de vitesse qui a été donnée au départ. Mais c'est comme si vous conduisiez normalement et que votre voiture n'est pas capable de dépasser la vitesse que vous avez donnée, tout simplement. Donc là, c'est réponse B. Question 16. Cette voiture risque de déborder dans ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? On observe donc et on voit une voiture là qui a le clignotant à droite. On voit même les roues qui sont tournées vers la droite. Le problème, c'est que si elle commence à braquer trop tôt, à tourner trop tôt, le derrière de là risque de taper le derrière de cette voiture-là. Donc la voiture va être obligée de se déporter un petit peu plus en avant
pour que le derrière passe, pour ensuite revenir dans sa voie. Quand elle va se déporter, vous voyez bien l'axe qui est ici, elle va bien emprunter ma voie. Elle risque de vraiment l'emprunter. Donc là, il va falloir faire très attention, nous, de notre côté, et à adapter notre allure et être prêt à intervenir si besoin. Donc réponse A. Question 17. Plus la vitesse est élevée, plus la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue. Réponse A. Augmente. Réponse B. Alors en effet, plus la vitesse augmente, plus le champ visuel va se rétrécir. On verra de moins en moins les informations sur les côtés parce que l'œil n'est pas capable d'analyser rapidement ce qu'il y a sur les bords, ça défile trop vite. Donc il va faire comme une vision tunnel en fait si vous voulez. Donc le regard et nous finalement, le conducteur ne pourra traiter les informations que vraiment sur le centre, sur le devant. Donc là, on vous demande si la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue ou augmente si notre vitesse est plus élevée. Donc là, ça va diminuer. On verra de moins en moins ce qui se passe sur les côtés. Donc c'est réponse A. Question 18. Si je m'arrête, ce piéton pourra traverser en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, on a le piéton qui me regarde, il semble attendre. Moi j'ai le feu rouge, donc c'est vrai que je suis en train de freiner pour pouvoir arriver au niveau du feu. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un véhicule derrière qui est déjà un peu situé sur la gauche. Peut-être qu'il est en train de me dépasser. Si je commence à freiner pour pouvoir m'arrêter, vu qu'il est assez proche et déjà sur la gauche, lui, il va être tenté de me dépasser. Moi, je m'arrête ici et lui, il va être tenté de me dépasser. Et donc, si je m'arrête pour laisser passer le piéton, au moment où il est ici, celui de derrière, il n'aura aucune visibilité. Il ne verra pas le piéton passer. Et le piéton qui est devant moi ne verra pas non plus la voiture noire arriver. Et là, je risque de la mettre en danger. Donc, si je m'arrête, il ne pourra pas traverser en toute sécurité. C'est bien plus sage de ne pas m'arrêter ici dans cette situation. Parce qu'il faut faire attention à un excès de courtoisie, d'accord? Parce que là, c'est de la courtoisie. Et ça peut devenir dangereux. Donc là, c'était réponse B. Question 19. Comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le système de surveillance d'angle mort? Eh bien, des fois, vous avez, ou ça peut être dans le montant de la portière aussi, mais souvent ici, à ce niveau-là, vous avez un petit symbole qui vous signale que vous avez quelqu'un dans l'angle mort, un petit voyant rouge qui se met dans votre rétroviseur ou au niveau du montant de la portière. Mais attention, ça ne détecte pas tous ces voyants-là. Il suffit qu'il y ait un piéton qui arrive plus sur le côté, là, et ça ne va pas être détecté. Donc, dans tous les cas, ça ne suffit pas. Il faut quand même se retourner pour regarder soi-même. Donc, je n'ouvre pas la portière sans précaution. Donc, la question, c'était comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Non, je dois faire quand même un contrôle en vision directe. Donc, réponse B. Question 20. Lorsque les feux diurnes fonctionnent, les feux rouges arrière sont allumés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, les feux diurnes, vous savez, c'est les petits feux qu'on voit le jour. Ils permettent de voir la voiture mieux. C'est l'intérêt, hein, de mieux les voir la journée. Comment ils fonctionnent? En fait, ils s'allument automatiquement quand je vais démarrer, quand je vais mettre le contact de ma voiture. Dès que je vais mettre en route ma voiture, les feux diurnes vont s'enclencher. Je n'ai rien à faire, ça se fait automatiquement. Par contre, dès que je vais enclencher, par exemple, mes feux de croisement ou mes feux de route, là, les feux diurnes vont s'éteindre parce qu'ils vont laisser la place aux autres feux. Quand les feux diurnes s'allument, les feux à l'arrière ne s'allument pas. Les feux à l'arrière s'allumeront uniquement lorsque je vais enclencher mes feux moi-même, c'est-à-dire mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route, etc. Donc là, les feux rouges à l'arrière ne sont pas allumés. Réponse B. Question 21. Je me suis trompé de direction. Je peux revenir dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça s'appelle une voie de stockage, ça. La réglementation dit qu'une fois que je suis dedans, je n'en ressors plus. D'accord? Je peux l'utiliser uniquement pour tourner, même pas pour dépasser d'ailleurs. Je peux l'utiliser uniquement pour tourner. J'insiste un peu parce que des fois vous avez des questions de code aussi, hein, qui sont dans le même sens que ça. Et une fois que je suis dedans, je ne peux plus en ressortir. Même si je me suis trompé de direction. C'est pas grave, je tourne et je trouverai bien une autre solution pour pouvoir reprendre ma route que je devais prendre au départ. En plus de ça, vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? Il y a un véhicule. Donc si moi je rechange de voie, là c'est l'accident assuré, hein, parce qu'il arrive beaucoup plus vite que moi. Hein. Donc c'était réponse B. Question 22. La nuit n'est pas encore totalement tombée. C'est le crépuscule. Je peux circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. C'est le crépuscule, mais il n'y a pas de feu d'allumé non plus. Hein. On voit pas de lampadaire d'allumé ici. Vous voyez, on voit un poteau ici et il n'y a pas de lampadaire d'allumé ici. Ce poteau-là non plus n'est pas allumé. Donc, quand on est soit dans le crépuscule ou de nuit et qu'on est en agglomération, on doit mettre nos feux de croisement. On aura le choix de mettre les feux de position seuls que si on est en agglomération éclairée. Et là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je vous conseille pas de les mettre, mais c'est la réglementation. En agglo éclairé, vous avez le droit de circuler soit en feu de position, soit en feu de croisement. Là, l'agglo n'est pas éclairé, mais on a un manque de visibilité, de luminosité. Dans ce cas-là, on enclenche nos feux de croisement. Réponse C. Question 23. Je dois m'arrêter au feu. Si je tourne à droite, oui, réponse A, non, réponse B. Si je continue tout droit, oui, réponse C, non, réponse D. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a deux feux rouges. Mais les feux rouges, c'est pour la voie de bus et puis pour ceux aussi qui veulent continuer tout droit ici et là. D'accord? Donc, moi, si je continue tout droit, évidemment, je dois respecter les feux rouges. Ensuite, si je tourne à droite, est-ce que je dois respecter les feux rouges? Alors, la ligne d'effet du feu, on peut l'imaginer, elle est ici, entre les deux feux, et donc ça va agir pour l'intersection qui est après. Je vais tourner avant le feu rouge, donc ces feux rouges-là ne me concernent pas, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Peut-être que je n'aurai pas de feu, ou peut-être qu'il y aura un feu, et s'il y a un feu, peut-être qu'il sera vert, peut-être qu'il sera orange, peut-être qu'il sera rouge. On ne sait pas encore parce que pour l'instant, on n'a pas la visibilité suffisante. Donc, est-ce que je dois m'arrêter au feu? Non, je suis pas obligée, je ne sais pas ce qui va m'attendre à droite. Donc, je dois m'arrêter au feu si je tourne à droite? Non, puisque je ne sais pas encore ce que j'aurai. Et si je vais tout droit? Oui, je dois m'arrêter dans ce cas-là. Donc, c'était B et C.
Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ça augmente le risque d'accident parce que vous voyez bien là le pneu, il a moins de stabilité au sol, hein, donc la voiture va tanguer un petit peu plus et donc on maîtrisera moins aussi la trajectoire de la voiture. Est-ce que ça consomme plus de carburant ? Aussi, ça consomme plus de carburant, mais c'est comme quand vous êtes en vélo et que vous roulez avec un pneu fortement dégonflé ou crevé. Vous avez remarqué, il faut pédaler beaucoup plus fort parce qu'il y a plus de surface de contact au sol ici, là, donc il y a plus de résistance, donc ça consomme plus. Donc là, la réponse, c'était ça augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. La consommation de carburant aussi, donc réponse C. Question 25. Je m'assure que le conducteur m'a vu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur de la camionnette, là, doit me laisser passer parce que il vient d'un chemin de terre, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de route ici, on voit encore de l'herbe, il n'y a pas de balise d'intersection, donc il doit me laisser passer. Mais c'est pas pour autant que je peux passer sans m'inquiéter de ce qu'il va faire. Donc je dois dans tous les cas m'assurer que le conducteur m'ait bien vu. Ça c'est important parce que pour éviter un accident. Donc la réponse est A. Ensuite, est-ce que je ralentis ? Oui, parce que là, il est déjà bien avancé et je dois me préparer à m'arrêter au cas où il s'engagerait. Donc, c'était oui pour les deux. Donc, réponse A et C. Question 26. Après ce panneau, je reste à la même allure. Réponse A. J'accélère jusqu'à 80 km/h. Réponse B. Ici, je sors d'agglomération, hein. On voit le panneau d'agglomération qui est barré. Donc, normalement, mon allure est à 80 km/h. Je suis à 50. Est-ce que je peux accélérer ou pas ? Là, on a une visibilité qui est quand même inférieure à 50 mètres. Donc, quand on voit moins de 50 mètres, on doit adapter l'allure à 50 km/h. C'est pareil, si on voit même pas à 30 mètres, eh bien, on doit adapter notre allure à 30 km/h. Ça, c'est une règle à savoir et aussi à apprendre par cœur. Donc, est-ce que je reste à la même allure ou est-ce que j'accélère ? On voit pas à 50 mètres, donc je reste à 50 km/h. Réponse A. Question 27. Je m'engage et je m'écarte. Réponse A. Ou j'attends qu'il ait fini de traverser. Réponse B. Alors, est-ce que je peux m'engager sur cette route ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende qu'il ait fini de traverser ? Alors, évidemment, là, on voit bien qu'on va avoir l'espace suffisant pour pouvoir passer. Par contre, il y a un risque énorme que là, il glisse et qu'il tombe. En plus, il a un parapluie, il ne nous voit pas du tout arriver. Donc, on risque de le surprendre. Et nous aussi, on n'est pas sûr d'avoir une très bonne maîtrise de notre véhicule. Donc là, on attend vraiment qu'il ait fini de traverser, qu'il soit vraiment à l'écart, hein. J'attends pas qu'il soit ici ou là, hein. J'attends qu'il ait fini de traverser pour moi m'engager en meilleure sécurité. D'accord ? Donc là, c'était réponse B.
Question 28. Alors n'oubliez pas, hein, pour récompenser mon travail, soyez sympa, un petit like et abonnez-vous. La nuit, lors des croisements, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A. Réponse A. B. Réponse B. Alors si je suis ébloui par les véhicules qui arrivent en face, surtout s'ils mettent les feux de route, dans ce cas-là, moi je ralentis pour pouvoir déjà avoir le temps de percevoir ce qui se passe vers l'avant, mais surtout je tourne mon regard à peu près dans cette zone-là, vers le bord droit de la chaussée, mais pas ici, parce que là j'aurais pas le temps de voir. On essaye de regarder le bord droit le plus loin possible, mais pas trop loin non plus pour pas être trop ébloui, d'accord? Donc là, c'était zone B, donc réponse B. Question 29. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors ça, il faut distinguer le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse n'est pas du tout adapté en agglomération, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de changements d'allure. Et lui, il va vous imposer une allure. Donc ça, c'est inadapté. Ensuite, le limiteur de vitesse, lui, est adapté partout, et notamment en ville. Donc vous n'êtes pas obligé de désactiver votre limiteur de vitesse. Donc là, c'était réponse B, faux. Question 30. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fois tous les 3 mois. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il est préférable en effet de gonfler les pneus à froid. Mais c'est pas une obligation. Si vous avez fait un trajet et puis que vous avez un doute sur votre pression des pneus en cours de trajet, ou si votre station pour faire la pression des pneus est assez loin de là où vous êtes, le pneu va chauffer entre-temps. Et dans ces cas-là, il faut l'augmenter, la pression faut l'augmenter par rapport à ce qui est préconisé. Il faut l'augmenter à peu près de 0,2 à 0,3 bar. Et la pression, elle se fait pas uniquement une fois tous les 3 mois, mais elle se fait une fois par mois. C'est l'idéal. Pourquoi? Parce que ça va évoluer. S'il fait chaud ou froid, la pression, elle risque de diminuer aussi. Et puis à chaque fois que vous allez vous prendre un trou ou une bosse ou taper un ralentisseur un petit peu fort, il y aura toujours une petite perte d'air du pneu. Donc c'est pour ça qu'on perd régulièrement un petit peu de pression. C'est pas vraiment totalement imperméable un pneu. Donc là, la réponse c'était B et D. Question 31. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, je circule sur une chaussée à sens unique. On voit la rambarde de sécurité, on voit la ligne continue ici, d'accord, et manifestement, j'ai 2 voies pour moi. Donc, la signalisation autorise bien le dépassement. Donc là, c'était oui, réponse A. Est-ce que je dépasse? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que là, c'est un chasse-neige. Vous avez vu, il chasse la neige, là. Il a le gyrophare d'allumé, donc ça veut dire qu'il est en action. Et donc, quand il y a un chasse-neige qui circule, le dépassement est interdit. Pour des raisons de sécurité, c'est interdit. Donc, est-ce que je dépasse? Non. Réponse D. Donc, A et D. Question 32.
Je dois faciliter l'insertion de cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois faciliter l'insertion de cette voiture-là? Est-ce que je dois lui laisser le passage? Non. N'oubliez pas, hein, je remplace ce mot-là, là. Je dois par je suis obligé de. Elle n'est pas prioritaire, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc vous avez vu, hein, elle a mis son clignotant à gauche, mais je n'ai pas à la laisser passer, je n'ai pas d'obligation par rapport à ça. Ensuite, est-ce que je change de voie? Oui. Vous vous rappelez, on avait vu dans les vidéos précédentes aussi, dans les tests précédents, donc là ça fait une petite révision pour vous, c'est le fameux corridor de sécurité. À partir du moment où j'ai un véhicule qui circule très lentement sur la droite comme ça, ou qui est arrêté, c'est le cas, je dois, moi, m'écarter si c'est possible. Soit le long des pointillés parce que on me dépasse et que c'est pas possible, soit si je peux changer de voie, je change de voie. Là, personne ne me dépasse, donc en effet, je peux ici carrément m'écarter et changer de voie. Donc c'est la fameuse règle du corridor de sécurité. Donc, si vous l'avez pas vu, refaites les séries précédentes. D'ailleurs, je vous incite à refaire toutes les séries que je vous propose. N'ayez pas peur de les faire toutes, celles qui ne seront pas un jour, si un jour la réglementation change, je les enlève, ces questions-là, d'accord? Donc j'enlèverai les séries qui ne sont plus à jour. Donc vous pouvez toutes les faire, il n'y a aucun problème. Il suffit donc d'aller sur ma page YouTube, et puis vous avez accès à toutes les vidéos que je propose, d'accord? N'hésitez pas à toutes les faire. Donc là, est-ce que je dois faciliter? Non. Réponse B. Est-ce que je change de voie? Oui. Réponse C. Question 33. La somnolence au volant peut être due à un manque de sommeil. Réponse A. À la prise de certains médicaments. Réponse B. À l'absence de pause sur long trajet. Réponse C. À une discussion avec un passager. Réponse D. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la somnolence au volant? En effet, il y a le manque de sommeil, ça je pense que vous en doutiez. Il peut y avoir la prise de certains médicaments aussi, l'absence de pause sur un long trajet aussi. Vous savez qu'il est conseillé quand même de se reposer au moins toutes les 2 heures. Une discussion avec un passager, non, au contraire, ça maintient un peu plus éveillé, d'accord? Donc là, c'était réponse A, B et C. Question 34. Alerter les secours, c'est précisé. Le lieu de l'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un petit rappel, c'est protéger, alerter, secourir. Donc d'abord on protège et ensuite on alerte. Alors pour alerter, l'idéal, il faut rien oublier. Parce que si, par exemple, il n'y a pas assez de véhicules d'intervention, parce que vous n'aviez pas dit qu'il y avait plusieurs personnes au moment de l'accident, il risque d'y avoir des personnes qui seront pas secourues ou mal secourues ou secourues trop tardivement. Alerter les secours, c'est préciser le lieu de l'accident, oui, réponse A, et le nombre de victimes aussi, donc réponse A et C. Question 35. J'économise du carburant si j'éteins le moteur pour un arrêt de 2 minutes, oui, réponse A, non, réponse B. 30 secondes, oui, réponse C, non, réponse D.
Maintenant, sur les nouvelles voitures, dès les 10 premières secondes, c'est intéressant d'éteindre le moteur. Sur les vieilles voitures, dès les 20 à 30 secondes, un feu rouge par exemple, ou dans un bouchon, ou un passage à niveau, et ben là, il est préférable de couper le moteur. Ou si vous allez dans les fast-food en drive, pareil, et que vous attendez pour payer par exemple, ou que vous attendez votre commande, pensez à éteindre votre moteur, vous ferez plus d'économies d'argent, mais vous polluerez moins aussi. Donc là, ça vaut le coup d'éteindre le moteur dès les 2 premières minutes, oui. Dès 30 secondes, oui. Donc réponse A et C. Question 36. Je viens juste d'avoir mon permis. Il est crédité de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Donc on vient d'avoir le permis, donc on commence notre période probatoire. Qu'on soit en conduite accompagnée ou pas, on commence toujours à 6 points, ok? Pour arriver à la fin à 12 points. Donc c'est 6 points au départ. Donc c'était réponse B. Question 37. Un conducteur refusant de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie commet un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous refusez de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie, vous allez automatiquement avoir le maximum de sanctions. Ce qui veut dire que vous aurez la même peine que si vous avez 0,8 g d'alcool dans le sang. Et donc 6 points en moins, et ça c'est un délit. Donc c'est considéré comme un délit. Réponse A. Question 38. Covoiturer permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. De partager les frais de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le covoiturage? C'est proposer à quelqu'un de l'emmener parce qu'on va au même endroit, par exemple. Je pense à des collègues de travail. Vous pouvez très bien vous faire du covoiturage. Allez, une semaine, c'est un qui prend une voiture, une autre semaine, c'est un autre, et ainsi de suite. Ça permet d'économiser de l'argent, d'économiser du carburant et de polluer moins. D'ailleurs, maintenant, on crée même des places de parking spéciales covoiturage pour justement inciter les gens à faire de plus en plus de covoiturage. Donc, covoiturer, ça permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Et ça permet aussi de partager les frais de route. Oui, réponse C. Question 39. Le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice A, réponse A, B, réponse B. Alors ici vous avez deux types de bouchons. Alors il y en a un, vous savez, c'est la petite jauge. On tire la petite tige qui est métallique pour voir le niveau d'huile moteur. Si je n'en ai pas suffisamment, je vais remplir ici. Ça c'est le bouchon. Je l'ouvre et je mets l'huile à ce niveau-là. Donc le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice B. Question 40. En plus des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de répondre à cette question, hein, vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à refaire les séries là où vous avez fait des erreurs. Ça vous permet de bien progresser, donc notez bien les questions où vous avez fait une erreur, apprenez-les et revoyez-les ensuite, comme dans les astuces que je vous propose, vous savez, les petites astuces gratuites que je vous propose en bas en description ou en commentaire. N'hésitez pas à en profiter d'ailleurs parce que ça vous aide vraiment. Alors, ici, on circule donc de nuit, il n'y a pas d'éclairage, pas de lampadaire d'allumé, donc je peux mettre mes feux de route, parce qu'en plus de ça, il n'y a personne en face. Ça, sont les deux conditions pour pouvoir mettre les feux de route. En plus des feux de route, est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard avant? Ça, vous devez le savoir et à apprendre par cœur. Donc, si vous ne savez pas, vous le notez sur une petite fiche et vous l'apprenez par cœur. Pour les feux de brouillard avant, je n'ai le droit de les mettre en complément des feux de route que en cas de route étroite et sinueuse. Ici, la route, elle n'est pas étroite du tout, elle est large et elle n'est pas sinueuse. Sinueuse, je vous rappelle, c'est quand ça tourne, quand il y a des virages. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas utiliser mes feux de brouillard. Réponse B.